chers internautes, bonjour. Merci d'être là pour la première émission sur Théa Télévision. Comment cette télévision marche? Nous avons décidé de faire une télévision à la carte, c'est-à-dire que nous allons concevoir des émissions et les mettre ainsi. Tous les internautes de par le monde peuvent venir à l'heure qui leur convient pour regarder la télé. Ainsi, il n'y a pas de problème de décalage horaire. C'est vrai que parfois, nous ferons du direct. Et aussi, il faut informer que notre premier but n'est pas de donner des informations, mais de promouvoir la culture africaine. Donc, inviter des artistes, des écrivains, des hommes politiques, tous les gens qui font l'Afrique, qui font la fierté de l'Afrique. Chaud et que le soleil est au plus haut, nous on fait le show. Ce soir on fait le show. Et s'il le faut, même s'il fait le beau, go fais-lui ton show. Ce soir on fait le show. You can have it, tu peux mater, you can touch it, mais tu peux pas tester des Pour la première émission, pour le Théa Show, nous avons décidé de rendre hommage aux dames, aux Africaines. Dans l'histoire de l'Afrique, des dames ont joué de grands rôles, mais beaucoup l'ignoraient, à commencer par moi-même. Il a fallu que je tombe sur le livre d'une grande dame de l'écriture. Elle est historienne, journaliste, conférencière. Elle fut la première noire journaliste à RFI, Radio France Internationale. Son nom, Sylvia Servin. Elle a écrit un essai, Reine d'Afrique et héroïne de la diaspora noire. Voilà pourquoi nous l'avons invitée pour qu'elle nous présente son livre, pour voir le rôle que les dames ont joué dans l'histoire de l'Afrique. Je suis journaliste, historienne, chercheur et conférencière, et je suis l'auteur de Reine d'Afrique et héroïne de la diaspora noire. Ce livre, qui est le premier à présenter des femmes africaines et de la diaspora en tant qu'actrice historique. Le présenter brièvement, il raconte l'histoire de 22 femmes qui ont vécu de l'Antiquité jusqu'au début du XXe siècle et qui ont joué un rôle important dans le passé de leur peuple, dans l'histoire de leur peuple. Ce livre donc traite d'une quinzaine de pays d'Afrique et de la diaspora, donc différents pays d'Afrique du nord au sud du continent, Afrique du Nord, Afrique du Sud, Sénégal, Mali, enfin tous ces pays-là, plus les États-Unis, les Antilles et Madagascar. Alors parmi ces femmes, on trouve des reines, parce que des femmes ont effectivement dirigé des royaumes en Afrique, comme la reine Nzinga d'Angola, qui a vécu au XVIIe siècle et qui pendant une trentaine d'années a su résister contre les invasions portugaises. Il y a aussi la reine Ndaté-Yala au Sénégal au XIXe siècle, qui a été une résistante. Autrement, en outre de ces reines, nous avons des femmes d'influence qui ont joué un rôle important. Je parle de Néfertiti d'Égypte et d'autres, notamment une grande commerçante du Nigeria au XIXe siècle qui avait le quasi-monopole de commerce d'huile de palme avec la Grande-Bretagne au moment où la révolution industrielle avait besoin d'oléagineux pour faire tourner ses machines. Nous avons aussi parmi ces femmes des guerrières comme les Amazones de l'ancien royaume du Dahomey, qui ont servi vraiment de fer de lance à l'armée dans toutes ces conquêtes et ces combats, ces résistances. Nous avons des résistantes à l'esclavage en Afrique, ce qui est assez rare d'ailleurs, hein, puisqu'on ne parle rarement des résistances africaines. Donc des résistantes en Afrique, notamment au Sénégal, avec les femmes du Wallo, Ander.
des résistances aussi aux États-Unis. J'ai choisi de traiter la figure de Harriet Tubman, qui était une des héroïnes du chemin de fer souterrain au 19e siècle et qui a contribué à sauver près de 300 Américains, Afro-Américains, en les transférant vers le nord des États-Unis ou vers le Canada. Et nous avons aussi une résistante de la Guadeloupe qu'on appelle la mulâtresse Solitude, qui en 1802, au moment où Napoléon Bonaparte rétablissait l'esclavage dans les colonies françaises, alors que ces colonies avaient été libérées en 1794. Donc au moment du rétablissement de l'esclavage, il y a eu des révoltes populaires, notamment en Guadeloupe, et une de ces jeunes femmes qui avait participé à cette révolte a été pendue le lendemain de son accouchement. Alors nous avons donc des résistantes à l'esclavage, et enfin je parle aussi de mères de héros, notamment la mère de Soundiata Keïta, le fondateur de l'Empire du Mali au XIIIe siècle, et aussi la mère de Chaka, l'empereur des Zoulous d'Afrique du Sud au XIXe siècle. Avec tous ces portraits de femmes, nous avons encore quelques autres personnages qui sont intéressants à découvrir pour le rôle particulier qu'elles ont joué, notamment des prophétesses. Il y a aussi une jeune femme du Mali, de Ségou, qui a vécu en France au XIVe siècle et qui a été qui a aidé à faire un dictionnaire de français et de son rail, enfin, qui a été une femme très brillante et qui a vécu dans la région de Toulouse. Donc tous ces personnages sont à la fois très attachants et sont intéressants à découvrir parce qu'ils permettent de voir une autre facette de ces sociétés précoloniales qui avaient une vitalité. Je parle du commerce entre ces différentes régions d'Afrique, et on se rend compte qu'il y avait une vraie dynamique entre elles, alors que l'historiographie occidentale en général a toujours présenté le continent africain précolonial comme quelque chose de sauvage, d'inerte, où il ne se passait rien d'autre que des guerres et des attaques. Donc ça donne une image vraiment très différente des sociétés africaines de cette époque, d'un passé très ancien. Ensuite, l'histoire de l'Afrique est marquée par un des grands fléaux, l'esclavage. Alors, dans un village, le village de Wallo au Sénégal, il y a eu des dames qui se sont battues pour ne pas être esclaves. Sylvia Serbin va nous raconter l'histoire. Cette histoire se trouve dans son livre Reine d'Afrique et héroïne de la diaspora noire. Pour parler des femmes de Nder, ces héroïques femmes du Sénégal, elles vivaient dans un petit royaume qui se trouve dans le nord du Sénégal, donc pas très loin de la région de Saint-Louis, et donc qui est bordé par le fleuve Sénégal et qui est aussi frontalier de la Mauritanie. Et donc l'histoire que je vais vous raconter se passe au 19e siècle, dans les années 1819, enfin certains disent 1821, bon on n'a pas de... C'était difficile à l'époque d'avoir des précisions sur les dates, mais on sait que c'était à cette période. Et donc en 1819, il y a un événement tragique qui va toucher ce petit royaume, qui à l'époque était dirigé par un souverain qui s'appelait Amar Mbodj, et qui à ce moment-là était parti à Saint-Louis pour se faire soigner d'une mauvaise blessure qu'il avait eue dans un combat précédent. Alors ce qu'il faut expliquer, c'est que le Wallo était une entité assez autonome, dynamique, qui était formée de paysans, d'agriculteurs, d'éleveurs, et il faisait énormément de commerce avec les Européens de Saint-Louis qui étaient déjà installés à l'époque depuis le XVIIe siècle, et aussi avec les Mauritaniens qui faisaient du commerce transsaharien. Et puis l'une de leurs grandes richesses aussi, c'était la gomme arabique, qui allait servir plus tard en Europe dans l'industrie, dans la fabrication de médicaments, de gomme, de teinture pour fixer les tissus. Et donc c'était vraiment un grand territoire producteur de gomme arabique.
Et puis enfin, malheureusement, c'est parmi ces populations noires du Sénégal que les Maures traquaient le plus souvent leurs esclaves. Parce qu'il ne faut pas oublier que la traite transsaharienne a été une grande pourvoyeuse d'esclaves noirs vers les pays du Nord, donc vers l'Afrique du Nord tout au moins, Algérie, Tunisie, et ensuite vers l'Égypte, la Libye, et ces esclaves ont été ensuite transplantés jusqu'en Chine, via la Turquie et même jusqu'en Russie et en Europe. Donc ce commerce transsaharien était, les Mauritaniens, les Maures comme on disait à l'époque, étaient une des composantes, hein, des acteurs les plus actifs de ce commerce transsaharien. Et donc ils commerçaient à la fois avec les gens du Waalo, avec les Sénégalais noirs, et en même temps, quand le besoin s'en faisait sentir, c'est parmi ces populations qu'ils venaient en guerriers, qu'ils essayaient d'attraper. Donc au départ, on ne savait jamais quand ils arrivaient, si c'était pour faire du commerce, donc avec des relations pacifiques, ou si c'était pour chercher des esclaves. Alors maintenant, l'histoire commence un mardi. On sait que c'était un mardi parce que dans la tradition sénégalaise, ce fait va être nommé comme Talatander, c'est-à-dire le mardi de Nder. Et au mois de novembre, parce que c'était pendant la saison sèche, et à ce moment-là, le niveau du fleuve était assez bas et permettait aux cavaliers donc de traverser à gué facilement pour venir en terre sénégalaise. Alors dans ce village, le roi était parti à Saint-Louis avec toute l'armée pratiquement, et n'était resté au village que les femmes, les enfants, les vieillards et puis les hommes qui vaquaient à leurs occupations. Et ce matin-là, la plupart des hommes étaient partis au champ. Donc il ne restait dans le village que les femmes et puis quelques enfants. À ce moment-là, il y a une femme au milieu de la journée qui arrive en courant, en haletant. Elle était allée chercher de l'eau au bord du fleuve et de loin, elle a vu arriver les cavaliers Maures. Et là, elle a eu un pressentiment, donc elle est revenue à toute vitesse pour dire aux femmes qui étaient restées, il y a les Maures qui arrivent et tout, et on ne sait pas s'ils vont nous attaquer. Donc préparez-vous. À ce moment-là, toutes les femmes ont couru dans leur case et elles se sont transformées en hommes, c'est-à-dire qu'elles ont caché leur chevelure sous des bonnets d'hommes, elles ont enfilé les boubous et les pantalons de leur mari, de leur père ou de leur frère, et elles ont pris tout ce qu'elles pouvaient trouver comme armes sous la main, c'est-à-dire des fusils, des coupes-coupes, des lances, et elles se sont tenues prêtes à affronter ce combat et à se mettre en résistante. Alors les enfants, elles ont envoyé tous les enfants se cacher dans les champs. À ce moment-là, il y avait des hautes tiges de mil, donc les enfants dans les champs alentours, pas très loin du village, ont pu s'enfuir, se cacher. Et donc il ne restait dans le village que des femmes et puis quelques vieillards. Et il y avait une petite garnison aussi de soldats, de Tiedo qui étaient restés et qui attendaient aussi cette armée. À ce moment-là, les cavaliers Maures sont arrivés et ils ont commencé à attaquer. Donc cette fois-ci, ils n'étaient pas venus faire du commerce. Ils ont commencé à prendre d'assaut le village et les femmes se sont défendues du mieux qu'elles pouvaient. Les soldats qui étaient là n'ont pas pu tenir sous le choc, sous le nombre des soldats morts. Et au bout d'un moment, les Maures ont dit, bon, ce n'est pas la peine qu'on gâche la marchandise, entre guillemets, il ne faut pas qu'on ait trop de blessés, sinon on ne pourra pas les vendre sur les marchés d'esclaves, on va faire un retrait tactique. Et en fait, ils s'étaient rendus compte aussi que c'est des femmes qui se défendaient et qui résistaient, parce que parmi les morts, les blessés, ils entendaient, ils se sont rendus compte que c'était des femmes. Donc ils se sont éloignés un moment pour reprendre un peu leur force et pour revenir prendre le village d'assaut. À ce moment-là, les femmes étaient désespérées de voir toutes ces morts, enfin toutes ces femmes mortes autour d'elles, ces lamentations, ces blessés, du sang qui coulait à flot. Et ce village si paisible était devenu un espèce de champ de ruines. Et elles étaient complètement paniquées.
Et à ce moment-là, l'une d'entre elles, qui était d'un certain âge, et qui était la conseillère de l'épouse du roi, l'épouse du roi aussi avait accompagné son mari à Saint-Louis, et elle faisait partie de sa cour la plus proche. À ce moment-là, elle a dit aux femmes, il ne faut pas vous lamenter, il faut se ressaisir, nous devons continuer à résister, il n'est pas question que nous partions comme esclaves entre les mains de ces gens-là, parce qu'il ne faut pas que plus tard, dans les générations futures, les gens disent nos mères, nos grands-mères, nos aïeuls ont été emportés comme esclaves. Il faut que nous gardions la fierté de la résistance et il vaut mieux mourir que de tomber en esclavage entre les mains de ces gens-là. Alors les femmes étaient encore plus désespérées parce qu'après ce combat qu'elles venaient de mener, elles ne comprenaient pas ce qu'on leur demandait. Et Mbarkadia, c'était le nom de cette femme, a réussi à les convaincre. Elle avait une forte personnalité, à les haranguer. Elle a dit, mais que pouvons-nous faire maintenant? Nous avons essayé de résister. Nous sommes plus nombreuses, c'est pour ça que nous avons tenu. Mais de toutes les façons, nous ne pourrons pas subir un deuxième assaut. Donc il faut me suivre. Elles sont allées s'enfermer dans une grande case. Alors les femmes ont compris qu'elles n'avaient pas d'autre solution. Et elles ont décidé d'écouter cette espèce de matrone qui essayait de leur inculquer un dernier sursaut de résistance. Alors elles ont suivi Mbarkadia, elles sont allées dans une grande case qui servait de lieu chaque fois qu'il y avait le conseil des anciens. C'était elle était plus grande que les autres, elles sont toutes entrées dans cette case. Et Mbarkadia leur a dit, bon, nous allons entrer toutes dans cette case et nous allons y mettre le feu parce qu'il n'est pas question que nous partions comme esclaves entre les mains de ces gens, de ces esclavagistes morts. Et parmi ces femmes, il y avait une jeune qui était enceinte. Elle a beaucoup hésité, les autres ont dit viens avec nous, finalement elle les a suivis et elle était tout au bord de la porte de la case. Donc elles ont fermé la porte et il y a une d'entre elles qui a mis le feu, elles ont mis un tison, il y avait des foyers qui étaient allumés, un tison et comme c'était en paille, ça a commencé à s'enflammer. Et les femmes se sont toutes serrées les unes contre les autres. Et pour s'encourager, elles ont commencé à chanter des chansons que les femmes chantent quand elles pilent, quand elles animent la vie du village. Toutes, elles se tenaient comme ça, fort pour résister et en s'aidant de ces chansons pour essayer d'attendre la mort. Donc la case a commencé à s'enflammer très vite, elles ont commencé à tousser, les fumées ont commencé à se dégager, certaines ont commencé à tomber parce qu'elles étaient asphyxiées. Et puis au dernier moment, dans un sursaut de survie, la jeune femme qui était enceinte a donné un coup de pied à la porte de la case et elle s'est enfuie et elle a marché quelques pas et finalement elle est tombée évanouie. Et Mbarkadia, toujours cette meneuse, a dit laissez-la, ce n'est pas grave. Quand les autres rentreront au village, c'est elle la seule qui restera pour expliquer comment nous nous sommes battus, comment nous avons résisté et comment nous n'avons pas eu le choix de mourir parce que nous ne voulions pas devenir esclaves. Donc elles sont restées là, les derniers chants jusqu'au dernier moment et elles sont mortes embrasées, immolées comme ça lorsque le toit de la case s'est effondré sur elles, sur toutes ces femmes, c'était fini. Et quelques heures plus tard, lorsque les hommes sont arrivés des champs, parce qu'ils ne se doutaient pas ce qui se passait, ils ont découvert le village complètement meurtri avec tous ces morts, ces blessés et cette grande case effondrée sur des corps. Et c'est la jeune femme en larmes qui leur a raconté ce qui s'était passé. Donc ça a été un intense moment d'émotion, de douleur, de chagrin pour ces enfants, pour ces pères qui ont découvert l'héroïque sacrifice de toutes ces femmes. Et donc finalement, dans la mémoire populaire, ce jour maudit et ce jour de courage est resté dans la mémoire des gens du Waalo comme Talatnder, le mardi de Nder.
Sophie. Avec les éditions Onkulena. Notre deuxième invité, un autre écrivain, son nom Malik Diarra. À 6 ans, il fut enlevé par les morts et rendu esclave. Donc pendant 4 ans, il était esclave. Il réussit à s'échapper. Donc plus tard, il a raconté cette expérience dans un livre, L'enfant de Balakos. Donc nous l'avons invité pour qu'il nous parle de son expérience. Voici Malik Diarra. Je suis originaire du Sénégal. Je suis né à Ndar, appelé ville de Saint-Louis. C'est au nord du Sénégal.
je suis auteur et citoyen du monde. Je suis né un peu avant la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et j'écris. Et j'essaie de traduire mes pensées dans les livres. C'est quoi l'enfant de Balakos? L'enfant de Balakos, qui est un roman autobiographique, je parle de l'enfant Mawa qui a été enlevé à 6 ans par les esclavagistes mauritaniens. Il a été frappé, puni, honni, maté et martyrisé dans le désert. Il a été esclave pendant 4 ans. Il a parcouru à dos d'âne, il est resté des nuits entières sans dormir. Il a été enferré sous le soleil pour la soumission. Parce que dans ce désert-là, plusieurs enfants étaient volés. Les enfants étaient volés, les enfants à bas âge étaient volés par les morts transhumants, les morts nomades. Et dans le cercle où Mawa était, Mawa, c'est moi. Voilà. Pendant 4 ans, j'ai été esclave. J'ai massé, j'ai été berger, j'ai été dans les puits, j'ai fait tout ce qu'il fallait, tout ce que les esclaves faisaient. On n'avait aucun droit, on n'avait même pas le droit de parler. Et un jour, un vieil esclave qui avait 64 ans et qui a été arrêté, il s'appelle Bilal, il a été arrêté dans la région du fleuve quand il avait 9 ans et il est resté depuis 4 ans. Et chaque fois que j'allais amener les animaux paître, je récitais mes versets de Coran que j'avais appris jeune. Et il revoyait en moi son enfance. Et il savait qu'il était condamné, qu'il allait mourir, qu'il ne connaissait plus personne. Et il a jeté tout son dévolu pour me sauver, pour me faire échapper des griffes des esclavagistes. Un jour, il a vu que j'étais martyrisé, j'étais frappé à tout moment. Il y avait beaucoup de mes compagnons qui étaient morts parce qu'il y avait des maladies, la diarrhée qui tuait. Et il y a des jeunes filles qui étaient arrêtées et qui étaient violées, qui sont mortes au bord d'un puits. Et devant toutes ces choses affreuses, après 4 ans, il a essayé de me sauver. Mais il y avait un mort qui était un tyran. C'est un eunuque, c'est un homme qui était castré, un ancien esclave qui était castré, qui s'occupait de tous les esclaves. Et lui, c'est lui qui martyrisait tous les esclaves. Et un jour, ce Bilal a dit qu'il va préparer, que je me taise, qu'il va préparer une chose pour tuer le gourou. Et il a fait une potion qu'il a mise dans la bouteille qu'amenait le gourou à côté de lui. Et quand il dormait, au moment où il dormait, il a échangé les bouteilles, il a mis la potion là-dedans. Et quand il est revenu, quand le gourou est revenu, il a bu d'un seul trait le truc et il a eu des convulsions, il vomissait du sang parce qu'il avait mis des barbituriques, il vomissait. Et le temps qu'on le transporte jusqu'au village nomade, il est mort. Et de là, il m'a donné le moyen d'aller aviser les autres villages pour dire que celui-là est mort. Et de là, je me suis échappé pour aller vers Rosso, au Sénégal, prendre un véhicule pour Saint-Louis. Et voilà, c'est comme ça que je suis revenu de ce calvaire. J'étais parti à 6 ans et je suis revenu à 10 ans au pays. Voilà, et là maintenant, vous avez retrouvé vos parents. Oui.
quelles étaient les démarches de vos parents pour vous retrouver? Mes parents ont mis du temps parce que c'est le 14 juillet 1951 quand j'étais parti avec ma soeur pour voir les régates au fleuve. Il y avait des régates sur le quai Henri-G à Saint-Louis du Sénégal. Et j'ai été piégé parce que il y a les Maures qui me tendaient des petits bonbons et des viandes sèches comme tendait et qu'on mangeait à l'époque. Et comme ma soeur regardait les pirogues glisser sur l'eau, moi je me suis glissé et je suis parti et les gens m'ont amené, ils m'ont donné des trucs, j'ai été avec. Et jusqu'au sortir de la foule, ils se sont enfuis. Je suis parti avec eux. Et j'étais mis dans un sac et ils sont rentrés. Pendant 3 jours, ils ont marché, mais j'étais attaché dans un sac. Et le soir, quand on arrivait quelque part dans un coin, on m'ouvrait pour me faire boire et pour me donner à manger. Jusqu'à arriver en Mauritanie dans le désert. Et quand je suis arrivé dans le désert, j'avais 6 ans. Ce que je faisais, c'était aller en brousse, chercher du bois mort, ou bien faire autre chose. Alors que mes parents cherchaient, les parents ont demandé au griot de faire un appel avec le tam-tam public pour dire que leur enfant est perdu. Ils ont signalé un peu partout. À l'époque, il n'y avait pas de radios comme ça. Pour expliquer, c'est le crieur public qui faisait le tour de la ville pour dire qu'il y a un enfant qui est perdu. Et le chef de quartier était associé. Mais pendant 40 jours, ils ne m'ont pas vu. Ils ont fait ce qu'on appelle la fête des 40 jours, la fête des morts. Ils m'ont considéré comme mort et ils ont fait la fête des 40 jours. Et ma mère était presque folle, mais elle est revenue. Mais elle a juré aux gens qu'un jour, quand son fils reviendra, elle va faire le Marabayassa. Le Marabayassa, dans le pays d'Ogon, c'est une fête que font les hommes ou les femmes quand ils jurent quelque chose. Il dit, le jour que je reverrai mon fils, je m'habillerai en homme et je ferai pieds nus le tour de la ville. Et quand je suis venu, parce que Bilal m'avait donné une gourmette en argent que j'avais vendu à Rosso pour avoir un billet de transport. J'ai vendu. L'âne que j'avais amené, je l'ai accroché à un arbre, j'ai attaché à un arbre et je suis venu à Saint-Louis. Et quand je suis venu à Saint-Louis, je reconnaissais certains détails, mais il y avait beaucoup d'immeubles qui s'étaient élevés dans le quartier, mais j'ai eu des points de repère. Et quand je suis arrivé à la maison, directement, je suis arrivé chez moi, mais la femme qui me portait au dos, quand je suis arrivé, j'étais en tenue de Maure avec un turban sur la tête, habillé en Maure, pieds nus. Il m'a dit, qu'est-ce que vous cherchez, jeune homme? J'ai dit que je cherche ma mère. La domestique de la maison, qui m'avait porté au dos jusqu'à 3 ans, ne m'a pas reconnu. Elle a dit que ta maman n'est pas là. Et ma mère qui était au fond, elle dit que Yayawa, il faut venir voir, il y a un garçon là qui dit que il vient voir sa maman. J'ai demandé comment s'appelle sa maman, il dit Yayawa. Parce que j'avais perdu l'accent, j'ai pris l'accent Maure, parce que je parle la langue Maure maintenant, mais je n'avais pas oublié mon initiation, le Wolof, le langage de mon initiation. Et la bonne, qui a vu sur mon épaule la cicatrice que j'avais, a reconnu ça. Elle a dit à ma mère, je crois que c'est ton fils. Et je crois que c'est ton fils parce que la cicatrice là, je la reconnais. Et ils m'ont demandé mon nom, je leur ai dit mon nom et ma maman est tombée sur moi. Elle est évanouie. Et après, quand elle s'est relevée, les gens ont appelé ma soeur, appelé les gens qui étaient dans l'environnement, tout le monde était venu. C'est comme ça que je me suis retrouvé avec mes parents. Voilà, et vous parlez de tout ça dans le livre. Oui, tout à fait. Et plus clairement, parce qu'en fait, c'est grâce à
à vous que j'explique mes livres. Moi, je dis que je suis un écrivain qui n'explique pas son livre. Si vous voulez savoir quelque chose sur mes livres, il faut les lire et me poser des questions. Et là, je serai à l'aise. Ouais. Mais on ne peut pas penser un livre, le cocher, l'écrire et l'expliquer en même temps. Oui. Bon, maintenant, quand il y a eu tout ce parcours, qui vous a motivé à pouvoir, ou bien c'est une motivation à pouvoir écrire son autobiographie? Est-ce que c'est aussi aisé de l'écrire que de l'expliquer? Moi, je préfère écrire la biographie, mais l'expliquer. Des fois, oui, je peux l'expliquer pour donner c'est-à-dire une source, un repère à certains, parce qu'en fait, dans cette biographie, on parle souvent de la résilience. On parle aussi de cet idéal. Quand tu réunis l'idéal et la résilience, tu peux penser que tu pourras aller loin. Parce qu'en fait, tu essaies de combattre l'ignorance, essayer de s'ouvrir aux autres et essayer aussi d'être dans un carrefour du recevoir, le carrefour du donner, le carrefour de l'écoute surtout, et pour un commun vivre. Pour un commun vivre, il faut que tout le monde amène une expérience. Parce qu'en fait, comme je dis souvent, nous n'avons qu'une seule passerelle, c'est l'existence où tout le monde se rencontre. Et s'il n'y a pas des expériences ajoutées, on ne peut pas vivre paisiblement. Voilà, alors le fait d'écrire sa biographie pour un Africain et la première fois, quelle a été la réaction des maisons d'édition auxquelles vous avez envoyé vos copies? Pour moi, le livre, là, il est fait en 2002, je crois. Le livre, je crois qu'il est fait en 2002. Il est fait en 2002, mais je l'ai écrit depuis 1990. En 1990, j'étais au Sénégal. J'avais fini d'écrire ce livre-là, mais les intellectuels de l'époque, c'est-à-dire la maison d'édition, les NEA au Sénégal, m'ont répondu, les éditions m'ont répondu qu'ils ne pouvaient pas prendre mon livre. Mais quelqu'un m'a dit là-bas que je n'étais pas un intellectuel, je n'étais pas sorti des humains, je n'étais pas sorti universitaire, j'étais un pauvre électromécanicien et travaillant dans une entreprise, je ne suis pas donc capable d'écrire un livre. Je leur ai expliqué à l'époque que pour moi, le diplôme, c'est une présomption. Et j'oppose à cette présomption de connaissance, de savoir, de connaissance, mon expérience. Moi, j'écris par expérience. Et je pense que j'ai eu raison, parce que 10 ans après, quand je suis venu en France, mon livre a été édité en France et a été vendu comme de petits pains. Et un peu partout en Europe, on m'invite pour que je parle de l'esclavage en Mauritanie, de ce que subissent des milliers de gens. Et encore aujourd'hui, en 2011, l'esclavage continue à se pratiquer en Mauritanie. Et c'est un fléau, c'est l'un des fléaux les plus horribles qu'on traverse actuellement. Est-ce qu'après ce livre-là, vous avez pu interpeller les autorités sénégalaises de cette pratique-là et qu'est-ce qu'ils font pour arrêter ce type de fléau? Je pense que les autorités sénégalaises sont assez sensibilisées et ils luttent tous les jours pour éradiquer ce fléau. Que des morts viennent voler des jeunes Sénégalais pour les amener dans le désert. Maintenant, aujourd'hui, nos frontières sont gardées. Les frontières sénégalaises sont gardées. Il y a la police frontalière et tous ceux qui traversent, sont contrôlés. Et ça se fait. Hein. Et les radios, et heureusement qu'aujourd'hui,
les portables, les téléphones, les radios foisonnent un peu partout dans ce coin du Sahel. Et c'est difficile, il est difficile aujourd'hui de voler. Aujourd'hui, il est difficile de voler. Bien qu'il en existe. Il en existe. Voilà. Maintenant, ceux qui vous ont empêché, ou ceux qui ont dit que vous ne pouvez pas écrire parce que vous n'êtes pas un intellectuel, quand ils ont eu écho de ce livre, de la sortie, quelle a été leur réaction? Vous avez eu des contacts avec eux? Non, j'ai été en 2003-2004 à la radio-télévision sénégalaise et j'ai eu l'opportunité de rencontrer un grand journaliste qui s'appelle Sadakan. Et j'ai dit devant les téléspectateurs ce que je viens de vous dire. Qu'il y avait une classe, une classe sociale dans cette société. Et il y en existe toujours. Les classes sociales existent au Sénégal. Si tu n'es pas un intellectuel, c'est comme, regarde, on nous donne une autre forme d'accueil quand nous allons au Sénégal parce que nous sommes en Europe. Et pourtant, nous ne sommes pas meilleurs qu'eux. Mais le complexe là, il faut qu'il s'efface, le complexe des études. Moi, je pense qu'on se fabrique. Chaque jour que Dieu fait, chaque rencontre est une occasion de se fabriquer. Et ce n'est pas seulement à l'école qu'on devient un grand homme. La rue nous forme. Moi, je suis sorti de l'université, la plus grande université du monde, la rue. C'est le contact humain qui m'a donné cette force de croire d'abord en moi et après de croire aux autres. Vous avez bien écouté. L'esclavage existe encore en Afrique, notamment en Mauritanie. C'est grâce au livre de Malik Diarra, l'enfant de Balakos, et grâce à ses conférences au Sénégal que les autorités sénégalaises ont renforcé les contrôles à la frontière entre le Sénégal et la Mauritanie pour empêcher que des morts viennent encore enlever les enfants pour les transformer en esclaves. Donc en 2011, aujourd'hui, l'esclavage existe encore en Afrique. Donc voilà aussi le but de cette émission, c'est de promouvoir l'Afrique, mais aussi dénoncer les défaillances du système, dénoncer ce qui ne va pas en Afrique. Après plus de 50 ans, l'Afrique trime encore. L'Afrique est en retard. Alors, je pense qu'il est temps qu'on arrête tout le temps d'accuser les Blancs, la colonisation. Il faut qu'on se dise que nous, Africains, nous n'avons pas bien géré nos pays. Que nous, Africains, nous avons une grande responsabilité dans le retard de l'Afrique. Motoki ya bato komela lokola vino bengela ngai pepe ya punzie. Oh mama 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 babota bana na mokili mama bota suka ya mwana mibali bale banga balobinga na pusa monoko soki na bisonga mawe nakoka te na vivre na ndako ya ndele. La vie a bomengo mama toda falanga ongana lelisame mobali afinganga na biso ya bato doli ya shaba kamba oboyi koyoka e doli ya baganda oboyi koyoka e lindanda ya wikilo oboyi kopina mama